Alors, bienvenue à la maison ou au bureau qui vous joignez à nous. On a un gros après-midi devant nous et on va le diviser en deux blocs. Alors, il y a une table ronde avec, je sais pas, 6 chevaliers, si on peut les appeler comme ça, de la table ronde en après-midi. Mais d'abord, on a un bloc intitulé Santé durable et mode de vie. L'an dernier, on avait abordé des notions de tabagisme, d'alimentation, d'activité physique. Et on va maintenant élargir notre perspective en matière d'habitudes de vie liées à la santé en s'intéressant à l'impact des technologies dans nos vies. Regardez, je parle avec mon ordinateur, c'est merveilleux. Nous verrons ensuite si les lois et règlements en vigueur arrivent à bien nous protéger lors de nos choix alimentaires avec deux avocates. Et nous parlerons enfin de sédentarité qui, comme on va l'apprendre, c'est pas nécessairement synonyme d'inactivité physique. On va pouvoir distinguer, apprendre à distinguer ces deux éléments-là. Alors, le premier à se lancer, il a pris le micro tout à l'heure, c'est Guy Desrosiers. Alors, Guy Desrosiers est à la direction de Capsana depuis plus de 12 ans. Il est aussi impliqué au niveau associatif sur de nombreux conseils d'administration et comités. Je vous en donne deux exemples. La Table québécoise sur un mode de vie physiquement actif, où il préside le comité écran et sédentarité, et du groupe de travail Prendre soin de notre monde. Ça, c'est comme se mettre une grosse doudou, une grosse couverture, c'est rassurant. Il détient un certificat de formation sur la dépendance aux jeux vidéo de l'Université de Pittsburgh, donc c'est tout à fait pertinent pour sa présentation qui a pour titre L'omniprésence de la technologie dans nos vies et sociétés. Guy, à vous le micro. Alors, merci à la SPQ de m'accorder cette belle tribune. Je vais essayer de rester dans mon temps. Ça, c'est un gros défi. Oh, c'est-tu vraiment 18 minutes? Je me suis, pré- je me suis préparé pour 30. OK. Alors, je vais essayer de faire vite. Euh, on va faire un lien avec une seule santé. Première, je vais vous faire par travailler aussi, évidemment. Première question, si on saute ça, on n'a pas le temps. Première question, qui pourrait plus se passer de son appareil numérique ou de ses appareils numériques? Oh, ça a l'air unanime. Passons à une autre question. C'est vous qui allez travailler, moi je ne fais rien ici. Qui est d'avis que le numérique améliore son quotidien? Ah, là, on est un peu plus hésitant. C'est normal. D'abord, se rappeler, le numérique, c'est quelque chose d'assez récent. C'est vraiment efficace que depuis 2011 à peu près, là. 2008, premier iPad au Canada, 2007 aux États-Unis, premier iPhone, pardon, et 2011, l'iPad. Puis là, on commence à avoir des prix abordables. Android est arrivé, des concurrents sont arrivés. Alors ça, tout ça, vous savez ça. Et plein de gadgets intéressants que vous connaissez, la montre intelligente, les lunettes plus intelligentes que nous, les assistants personnels, est-ce qu'ils nous assistent ou nous espionnent, ça? Des fois, peut se poser la question. Des tonnes d'applications qui pourraient même nous cacher notre vie, parfois, comme on le voit ici sur cette image, un peu frappante. C'est combien d'écrans à la maison? Qui a plus de 6 écrans à la maison? Ça inclut tout type d'écran, la montre, plus de 6 écrans à la maison. C'est difficile à compter, hein? On en oublie peut-être, oui. Je ne suis pas surpris, c'est au moins la moitié de la salle ici. Désolé, je n'ai pas accès aux statistiques à Montréal, puis je ne veux pas vous faire pitonner pour voter tout le monde. Il faut lâcher les écrans. Alors, les connexions, ben, il faut se rappeler que c'est plus de 5 milliards d'individus sur Terre qui sont internautes. Et 5 milliards d'individus sur Terre qui sont sur les réseaux sociaux. C'est presque toute la planète quand on exclut les enfants tout petits, parce qu'il y en a qui sont là-dessus assez jeunes, petits peut-être encore. Et de ce nombre, dans les internautes, c'est 82 qui jouent à des jeux vidéo. Donc, plus de 4 milliards d'individus. Ça inclut, rassurez-vous, Candy Crush. Donc, vous êtes peut-être de la statistique. Et tout ceci, c'est entre les mains. Hey, je ne regarde même pas mes notes. Euh, Tout ceci, c'est entre les mains du GAFAM, un beau groupe que vous connaissez bien, hein, Google, Apple, F pour Facebook, Meta en fait, Amazon et Microsoft. Donc, des compagnies qui sont immenses, des compagnies qui sont plus riches. En fait, on dit que leurs revenus ensemble seraient l'équivalent de la troisième économie mondiale. Jamais dans l'histoire, un si petit groupe d'individus
a le contrôle, a la possibilité d'influencer des décisions et a un impact sur autant d'individus sur Terre. Le GAFAM est également, oui, ça fonctionne, le GAFAM est également derrière l'évolution des solutions que vous connaissez bien maintenant, l'intelligence artificielle. Qui en a fait l'essai? Je savais, on est nombreux à avoir fait l'essai et c'est pas étonnant. Vous savez, les statistiques disent que euh, ChatGPT a obtenu 100 millions d'utilisateurs en 7 jours. Ça a pris 3 ans à Twitter devenu X. Ça a pris 3 mois à Instagram. Alors, on voit que l'adoption est rapide, très rapide, peut-être trop rapide des fois. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et ça évolue tellement vite. Il y a aussi Neuralink, qui est une autre évolution. Vous connaissez Elon Musk, qui veut aider les citoyens? Parfois. Ben, parfois, oui. Neuralink vise à tenter de connecter les exosquelettes à l'homme. C'est noble. Redonner la marche à un paraplégique, par exemple. Il voudrait aussi aller plus loin, par contre. Il voudrait fusionner le cerveau à la machine. Ça soulève plusieurs questions, dont des questions éthiques. Alors, un développement rapide, tellement rapide que les gouvernements n'ont pas le temps, ou ne sont pas capables, ou sont la tortue, et les compagnies sont le lièvre. On a de la difficulté à encadrer ce qui se passe. On dit qu'il y a moins d'encadrement que pour la création d'une brosse à dents. C'est pas tout à fait loin de la réalité. Et le paradigme de l'encadrement, c'est on nous sert les réponses habituelles. C'est pour la croissance, c'est pour le progrès, faut encourager la liberté d'expression, c'est aux individus à s'autodiscipliner, on ne peut pas arrêter, et c'est neutre, ça dépend comment on l'utilise. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces affirmations-là. Moi, j'ai quelques doutes que je vais vous partager dans quelques instants. Bon, vous connaissez l'économie de l'attention, le modèle financier derrière les réseaux sociaux, notamment qui sont soi-disant gratuits. Quand c'est gratuit, c'est que c'est nous qui sommes la marchandise. Ils veulent nous garder le plus longtemps possible. Ce sont des médias, donc plus longtemps, plus ils ont d'écoute, plus ils ont de citoyens à l'écoute, plus la valeur de la publicité sur leur plateforme vaut cher et plus ils peuvent collecter de l'information sur nous-mêmes. Vous connaissez peut-être la compagnie Axiom, pas celle du Québec, là, qui a des données sur 2,5 milliards d'individus sur Terre, 30 000 points de données par individu. Ils peuvent vendre le numéro de téléphone du président de n'importe quelle compagnie, ou presque, des politiciens, des décideurs. Une sorte de Big Brother, en quelque sorte. Et derrière ça, bon, vous connaissez toutes les stratégies de rétention, je ne vous les nommerai pas. Et c'est évidemment de plus en plus accessible. On dit gratuit, euh, anonyme et confidentiel, ce qui soulève d'autres défis un peu plus tard. Question pour vous. Qui pense que le numérique crée de la pression ou ajoute du stress sur sa vie? Je savais qu'on serait unanime de ce côté. Une autre pour vous. Faut que je vous fasse travailler si je veux boire de l'eau. Qui voudrait réduire son temps d'écran ou, ou d'utilisation d'applications? Bon, je pense qu'on est nombreux. Puis nos sondages disent, vous savez, on fait des interventions dans ce domaine-là avec la campagne Pause, l'initiative Pause, pose-ton-écran.com. Est-ce qu'il y en a qui ne nous connaissent pas? Shame on me, c'est de notre faute. On va essayer d'être encore plus connus. Alors, nos sondages disent que la majorité des utilisateurs, plus de 70 veulent réduire leur temps d'écran. Ils sont conscients que ça crée un stress sur leur vie. Mais c'est un peu normal, vous savez, nos habitudes de vie, la plupart d'entre nous les avons acquises jeunes avec l'influence de nos parents. Alimentation, activité physique, hygiène de vie, sommeil. Les écrans, on les apprend tous, tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps, c'est une belle chanson d'ailleurs. Et les parents
ont à eux-mêmes à apprivoiser la bête et tentent d'aider leurs jeunes à apprivoiser la bête eux aussi. Alors, on est tous dans le même bateau ici. Allons voir maintenant, les bienfaits, vous les connaissez, on en fait l'apologie à la journée longue dans les médias. Hein? Ça va sauver la planète, c'est utile à tout ça, et je le reconnais. Donc, ne pensez pas que je suis contre la technologie, mais je vais vous parler plutôt des méfaits potentiels. Et ces méfaits potentiels-là vont vous rappeler un peu une seule santé. Des méfaits potentiels sur la démocratie, sur la politique. Vous connaissez sans doute l'histoire de l'élection de 2016, où un toupette orange est arrivé aux États-Unis. Ben, je ne voulais pas le nommer. Personne ne l'a reconnu. Je ne vais pas me faire poursuivre. Euh, on dit que 160 millions d'Américains ont reçu de la propagande générée par robots russes contre Hillary Clinton. Comment bâtir une cohésion sociale lorsque sur des réseaux sociaux circulent plus vite les fausses informations que les vraies informations? Le MIT nous dit qu'une fausse information circule 6 fois plus vite qu'une information factuelle et réelle. Quand on sait que sur les publications, 20% des posts sur les plateformes sont générés par robots. Robots commandités par des intérêts parfois financiers, parfois idéologiques, parfois politiques. Alors, c'est comment assurer une cohésion sociale, une compréhension des faits lorsque les gens ont plus confiance en les fausses nouvelles qu'envers les vraies nouvelles provenant de médias crédibles qui ont une éthique journalistique. C'est ce qui fait qu'on voit maintenant apparaître des mouvements comme More in Common. Désolé, il va en avoir quelques-uns en anglais, là, mais je vous invite à aller voir, c'est très intéressant, qui prônent des sociétés démocratiques plus unies et inclusives. Un autre angle maintenant, culture et identité. Pour nos artistes, une exposition planétaire, est-ce que c'est bénéfique ou c'est une dilution à travers des milliers et des centaines de milliers, des millions d'artistes? Nos médias traditionnels, qui sont bien encadrés, sont obligés de diffuser du contenu d'ici, créé par des artistes, des artisans d'ici. Spotify et Apple, qui aujourd'hui occupent 61% de l'espace d'écoute musicale, n'ont pas cette obligation-là. C'est ce qui explique que Cardin, par exemple, à cause d'une chanson en anglais, arrive à peine dans les 100 les 100 premiers artistes écoutés au Canada. C'est assez aberrant. Et toujours dans ce domaine-là, pour la culture et l'identité, on parle de l'importance des médias crédibles. Et vous savez que l'achat maintenant de publicité, les médias ont de la difficulté à avoir des revenus publicitaires, puisque l'achat des publicités, maintenant, 80% de ces achats publicitaires-là sont concentrés chez Google et Apple. Alors, c'est assez inquiétant et c'est ce qui explique des pertes de revenus importantes pour les médias d'ici et certainement, ça a un lien avec la fermeture des médias. Parlons maintenant d'économie et d'emploi. L'Uber économie, l'économie d'Amazon, est-ce qu'on peut voir derrière ça la fermeture de certains commerces de proximité, des petits commerces qui ne peuvent plus concurrencer avec des géants comme Amazon, qui fait 134 milliards de revenus l'an dernier et qui, évidemment, remplace des petits commerces de proximité. On peut s'inquiéter aussi des hyper-trucages. Peut-être pas pour les raisons des Américains, puristes, parce qu'ils ont peur de voir Taylor Swift en petite tenue, plus pour le remplacement des artistes. Il y a maintenant Prométhée, que vous connaissez peut-être, qui a publié ses premiers films entièrement créés par l'intelligence artificielle de A à Z. Aucun scénariste, aucun musicien, aucun acteur. Prométhée, après à peine un peu plus de 2 ans d'exercice,
est maintenant plus riche que Netflix. Et c'est ce qui explique l'inquiétude des groupes d'artistes et d'artisans québécois de demander à ce que les droits d'auteur soient réservés exclusivement à de la création originant d'humains ou avec la contribution d'humains et qu'il n'y ait pas de droits d'auteur accordés aux machines. La santé, un secteur qui nous intéresse un peu beaucoup dans la salle. Santé physique, santé mentale, santé au travail, santé financière. On le sait avec la pandémie, le confinement s'est ancré dans l'habitude des gens, des comportements encore plus sédentaires qu'avant. Les gens ont maintenant compris qu'ils n'ont même plus besoin d'aller à l'épicerie, à la pharmacie ou d'autres, même au cinéma. Pas besoin même d'aller prendre une marche avec sa voisine pour placoter. On va tout faire ça assis dans le salon. Et cette sédentarité-là est très malsaine. Mon collègue, Dr Junot, dit souvent, on a compris que ça prend 30 minutes pour faire d'activité physique. On coche, puis le reste du temps, on est assis. Puis on vient d'effacer les bienfaits de notre 30 minutes d'activité physique. Et sans parler des problèmes de santé oculaire, des problèmes de sommeil musculo-squelettique. Des Québécois, 23 des Québécois se disent stressés. Moi, je suis stressé par le temps, mais stressé par le numérique. Et, euh, et ça affecte évidemment l'humeur, le faux mot, le fear of missing out. Est-ce que vous faites, est-ce que ça vous arrive? Oh, ce matin, j'avais laissé mon cellulaire dans la salle à côté. J'ai eu une petite anxiété. En milieu de travail, l'invasion sur nos vies personnelles. Il n'y a plus de limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour plusieurs, ce besoin de déconnexion-là, ils ne se le permettent plus. Ah, mais je vais vérifier mes courriels. Mais on a besoin de déconnecter. Il y a une fatigue numérique qui s'installe. Vous savez, dans le sondage que vous avez peut-être vu, là, être parent au Québec, le principal défi nommé par les parents, gestion des écrans, sans surprise. Allons voir maintenant un autre secteur dont on a parlé précédemment. On a construit une société qui est incompatible avec la santé humaine. On a entendu ça ce matin. Hein? Et là, parlons donc des effets aussi sur l'environnement. L'obsolescence programmée. Apple vient d'être condamné à une poursuite canadienne. 14 millions versés à des Canadiens pour l'obsolescence accélérée du iPhone par une mise à jour. Ces produits-là qui sont non recyclés, non récupérés, 75 des produits du numérique sont jetés avec des métaux précieux, rares, des produits chimiques. En France, la consommation électrique du numérique représente la consommation totale de la France. Le numérique polluerait plus que le secteur de l'aviation et deviendrait l'équivalent du quatrième pays le plus polluant au monde. Et pour comprendre ces méfaits-là, tous ces méfaits-là dont on vient de parler, mais ça prend là aussi des médias fiables et crédibles. Alors, on a parlé de tabac tout à l'heure. Tabac, l'an dernier, on a parlé de dépendance au tabac. Ben, c'est peut-être une petite similitude avec certains produits qui ont des effets délétères sur la société et qui n'osent pas assumer leurs responsabilités. Ça prend des poursuites. Bon, assez d'anxiété. Je vais essayer de vous parler un peu de solutions. OK. Je vais manquer de temps. À qui on emprunte du temps ici? Il n'y a pas de carbone, L'homme de pêche. OK. Alors, on s'inspire du modèle d'Ottawa, auquel s'est ajouté, comme vous le connaissez, le modèle de Genève qui a demandé d'aborder les répercussions de la transformation numérique sur les inégalités et les externalités. Donc, ça a commencé. Le mouvement est débuté et ça a débuté, je tiens à vous le nommer, Tristan Harris. Un homme captivant. Je vous invite à aller l'entendre dans ses TED Talks, d'aller voir ses reportages exceptionnels que sont Social Dilemma et AI Dilemma. Est-ce que vous les avez vus? Quelques-uns d'entre vous, allez voir ça. C'est captivant. C'est un des pionniers, un ancien haut dirigeant de Google qui a dit, ah, là, assez, c'est assez. Moi, je pars un mouvement qui s'appelle le Center for Human Technology. L'équivalent, un peu avant, là, c'est comme Mila à Montréal qui souhaite euh, un développement éthique de solutions informatiques et technologiques.
Ça s'est poursuivi rapidement avec dans 2018, enfin, le trouble du jeu vidéo reconnu officiellement par l'Organisation mondiale de la santé. En 2008 en Chine, on n'a rien inventé. Ils l'ont reconnu bien avant nous. En 2018, l'interdiction d'appareils personnels dans les périmètres scolaires, ça, c'est les mots importants à retenir. En Ontario, en France, et maintenant, c'est recommandé par l'ONU et c'est un pays sur quatre qui ont ou qui sont à étudier des politiques pour interdire les appareils personnels dans le périmètre scolaire, pour resocialiser, pour être concentré sur l'apprentissage et la connaissance qu'on doit apprendre. En 2018, je vous rappelle aussi, on est arrivé, le plan d'action interministériel du Québec en dépendance, où la dépendance à l'Internet a été reconnue. Une autre personne que vous connaissez peut-être, Frances Hogan, qui était dans le Wall Street Journal, une ancienne ingénieure de Facebook, lanceuse d'alerte, qui a divulgué la connaissance par Facebook d'études scientifiques démontrant la dépendance à leurs solutions que sont Instagram et Facebook, qui a été cachée par Facebook. Ça nous rappelle ça aussi, des études cachées, là. Il me semble qu'on a déjà vu ça ailleurs, hein, dans le tabac notamment, si ça vous rappelle quelque chose et qui a démarré donc d'autres initiatives de Digital Future Commission que je vous invite à aller voir aussi. Est arrivée en 2022 la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans, la loi sur la protection des données personnelles aussi en 2022 et elle a une série de poursuites contre Meta à peu près partout dans le monde. Vraiment un virage. Il faut reprendre le contrôle et ça a été la même chose, comme vous le savez. Évidemment, NetChoice, là, qui est le regroupement, le lobby de toutes les compagnies de technologie ont un lobby pour s'opposer à toutes ces règles-là. Ils veulent rester hors de tout contrôle législatif. Et en 2023, je vous disais, d'autres poursuites se sont ajoutées et même Yoshua Benjo, que vous connaissez, parmi les grands développeurs là, de l'intelligence artificielle, qui disent de mettre un frein et de légiférer avant qu'on perde le contrôle de cette bébite-là. J'en aurais eu long d'autres, bien trop d'autres à vous raconter. Euh, j'espère que, j'espère qu'on y voit quand même des solutions, pardon, qui nous intéressent. Plein de petites idées, vous irez voir sur la plateforme, des petites idées accessibles ici au Canada, des solutions qui ont été développées par des tiers là, pour nous aider à sortir de ce marasme. Et nous, on a nos environnements favorables à faire nous-mêmes. On a des choix personnels à faire nous-mêmes. On a certainement une sobriété numérique à installer. Et ça a été fait par ChatGPT. J'ai demandé ChatGPT, résume-moi les 5 grands principes du Center for Human Technology. D'ailleurs, vous pouvez suivre le cours là, sur le développement éthique des solutions. Et c'est les 5 mots. Ce n'est pas tout à fait parfait, mais ça donne une bonne idée de ce que ça doit être. Pfiou! Hey, j'ai dépassé de combien? Merci. Merci, c'était tellement passionnant. C'était super intéressant. Merci, merci Guy. C'est c'est quand même tout un exercice. Merci infiniment. Euh, je suis sûre qu'il y aura des questions. Alors, on va se transposer maintenant à distance, en virtuel, parce qu'on a notre duo de prochaines conférencières qui vont nous parler du droit comme outil pour protéger les consommateurs dans leurs choix alimentaires. Donc, Marie-Ève Couture-Ménard, elle est professeure de droit à l'Université de Sherbrooke, co-directrice du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance. Elle se spécialise dans les domaines du droit et de la gouvernance en santé publique et en droit alimentaire. Et l'autre co-directrice du Centre de recherche, c'est Marie-Claude Desjardins. Parmi ces champs d'intérêt et d'expertise, le commerce équitable, je pense que ça va résonner à des gens ici dans la salle, ces mots-là, le droit de la consommation, la régulation et le droit de la gouvernance, le droit de l'agroalimentaire. Donc, mesdames, à vous maintenant la parole. Merci. Merci. Est-ce qu'on fait un petit test? Est-ce que vous nous entendez bien? Fait. Et on vous voit. Oui, super. Parfait. Puis Marie-Ève aussi, Oui. on l'entend bien. Bon, super. Alors, moi, je coupe mon son pendant que tu y vas, Marc-Claude. D'accord. Mais bonjour à tous et à toutes. Nous tenons d'abord à remercier les organisateurs, les organisatrices de nous avoir invités à intervenir lors de ce sommet. Merci particulièrement de nous avoir permis de faire cette présentation à distance. Nous souhaitions être avec vous en présence, mais malheureusement avec un pied cassé.
les déplacements sont devenus beaucoup plus compliqués. Commençons donc. Éliminez les sucres de votre alimentation. Attention aux légumes cultivés avec beaucoup de pesticides. Consommer local et non transformé ne sont que quelques exemples de conseils alimentaires que nous recevons chaque jour dans l'objectif d'atteindre une santé durable. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de ce qu'ils achètent, que ce soit concernant l'aliment en tant que tel ou de ses conditions de production. En effet, des données provenant du sommet sur l'alimentation du Québec vont en ce sens et on peut changer la diapo pour voir les données. Je pense que c'est la prochaine. Oui, pardon. Donc, vous avez des statistiques ici intéressantes, mais plusieurs questions se posent. Avons-nous toutes les informations nécessaires pour ce faire? On peut aussi se demander, est-ce que tout ce qui est écrit sur les emballages des produits est nécessairement fiable et véridique? Et est-ce que le droit régit bien toutes ces affirmations? Mais là, on va revenir à la diapo précédente. D'entrée de jeu, disons que le droit d'être informé est l'un des piliers du droit de la consommation. L'extrait que vous avez à l'écran ici résume bien, selon nous, les besoins des consommateurs en matière d'information et ce que le droit vise à offrir comme protection. C'est ce que nous proposons d'explorer avec vous aujourd'hui. Notre portrait ne sera bien sûr pas exhaustif, mais après cette présentation, vous aurez une bonne idée du droit applicable dans ces situations en connaissant ses points forts, mais aussi ses limites, ses lacunes. La première partie de la présentation, qui sera faite par ma collègue, la professeure Couture-Ménard, s'attachera à présenter les principales exigences que doit respecter l'industrie en matière d'étiquetage des aliments qui sont spécifiquement réglementés au niveau fédéral. La seconde partie que je vous présenterai se concentrera sur l'encadrement plus général qu'offre le droit pour les autres types de représentations que l'on peut retrouver sur les produits alimentaires. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il incombe de définir juridiquement le terme représentation que nous allons utiliser tout au long de cette présentation. Donc, en droit québécois, on utilise le terme représentation pour parler des allégations, des mentions, des affirmations faites par le commerçant, le fabricant, le producteur ou le publicitaire. Et elles peuvent prendre la forme écrite, ça peut être le mot, un texte, un logo, un dessin, etc., ou la forme orale, la forme verbale. Une représentation peut non seulement comprendre une affirmation, mais aussi un comportement ou une omission. Donc, je laisse maintenant la parole à ma collègue pour la première partie de la présentation. Merci, Marie-Claude. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte du fédéralisme canadien, les deux paliers de gouvernement ont des pouvoirs législatifs leur permettant d'encadrer certaines représentations faites par l'industrie sur les produits alimentaires. Puis, au sein de la réglementation fédérale, sur laquelle je vais me concentrer, l'encadrement des représentations peut être scindé en deux catégories. Les représentations qu'on va dire obligatoires, donc imposées à l'industrie, et les représentations volontaires, mais encadrées, donc réglementées. C'est-à-dire que si l'industrie veut faire ces représentations, elle doit respecter certaines exigences. Ces deux catégories sont réglementées principalement par le règlement sur les aliments et drogues et aussi sur le règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Donc, voici les principales exigences. La plupart des produits préemballés vendus sur le marché canadien doivent avoir ce qu'on appelle une étiquette qui doit comporter des informations de base comme le nom usuel de l'aliment, farine, disons, ainsi que le nom et le principal lieu d'affaires de l'entreprise, l'importateur ou le fabricant, mais également une panoplie d'informations relatives à la santé. Et là, vous allez voir que certaines choses vont vous rappeler ce que vous voyez quand vous faites votre épicerie, bien, sont en fait strictement réglementées. Par exemple, l'étiquette d'un aliment doit, dans certains cas, comporter une mention concernant sa durée de conservation. Donc, un aliment préemballé qui a une durée de conservation de 90 jours ou moins doit absolument comporter une datation par mention meilleure avant ou empaquetez-le pour la date d'emballage et des directives d'entreposage si nécessaire, comme quand vous voyez garder réfrigéré. L'étiquette de l'aliment doit aussi comporter la liste des ingrédients qu'il contient, incluant les édulcorants et les additifs alimentaires utilisés, ainsi que les allergènes alimentaires, le noix, arachide, œufs, etc. De même que le gluten et les sulfites doivent également être déclarés dans cette liste d'ingrédients avec la mention spécifique contient ou la petite phrase mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et sulfites ajoutés.
Donc, l'objectif de ces exigences réglementaires, assez techniques, d'ailleurs, le règlement sur les aliments et drogues, pour ceux ou celles qui ne savent pas, c'est à peu près 800 pages de dispositions très, très techniques, dépendamment de l'aliment et tout ça. Mais l'objectif de ces exigences qu'on vient de voir sur la diapositive, c'est des dires du gouvernement, de fournir suffisamment d'informations au consommateur pour l'aider à éviter les aliments qui peuvent déclencher chez lui des réactions indésirables qui peuvent être graves et immédiates. Vous allez voir qu'il y a d'autres justifications possibles aussi pour d'autres représentations. Les produits préemballés doivent aussi, sauf exception, afficher un tableau des valeurs nutritives. Ça, vous connaissez sûrement ça, le fameux tableau qui nous permet d'essayer de comparer des aliments entre eux, qui n'est pas toujours si facile à déchiffrer. Donc, ce tableau comporte des renseignements sur les 13 principaux nutriments qui sont présents dans les aliments, dont les lipides, le sodium, les glucides, les fibres, les sucres. Ce tableau indique d'abord une portion de référence, exemple pour 3 quarts de tasse, la teneur des calories, la teneur respective de chacun des 13 nutriments. Puis pour certains d'entre eux, le fabricant doit également indiquer dans le tableau le pourcentage de la valeur quotidienne que constitue cet apport nutritionnel. Cette obligation-là, elle vise à aider les consommateurs à faire des choix éclairés de manière à maintenir et à améliorer leur santé. Donc, ça se distingue de la justification concernant les allergènes, qui est plus de l'ordre d'une protection contre des réactions immédiates. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'information imposée à l'industrie, quant à la valeur nutritive, elle montre que le fait d'informer le consommateur sur des éléments pouvant impacter progressivement sa santé à moyen ou long terme revêt également une importance. Puis, il faut savoir aussi que d'ici le 1er janvier 2026, l'industrie devra se conformer à de nouvelles exigences réglementaires, soit d'afficher pour certains aliments qui atteignent ou dépassent certains seuils en graisse saturée, en sucre ou en sodium, un logo à l'avant de l'emballage sous forme d'une sorte de loupe qui va simplifier aussi le choix du consommateur. Aussi, les aliments qui ont subi un processus d'irradiation doivent afficher le symbole Radura, un symbole d'ionisation qui est reconnu à l'international, et présenter aussi une mention prévue au règlement telle que traité par radiation, irradié, traité par irradiation. Et seulement certains aliments évalués préalablement par Santé Canada peuvent être commercialisés après avoir été irradiés, comme les pommes de terre, les oignons, le blé, etc. Donc, ajouté au règlement sur les aliments et drogues en 1989, cette exigence-là est intéressante parce que historiquement, c'est une réponse à la controverse entourant la commercialisation d'aliments irradiés à la fin des années 80. Et à l'époque, malgré qu'un avis scientifique du Codex Alimentarius, une référence internationale, déclarait ces aliments inoffensifs, le gouvernement canadien, on dit, restait néanmoins conscient de la forte opposition des consommateurs, ce qui s'est traduit par un encadrement plus serré que le justifiaient les recommandations du Codex. Donc, l'étiquetage obligatoire des aliments irradiés tient moins ici d'un objectif de protection de la santé des consommateurs que du souci d'éviter qu'ils en consomment à leur insu, vu certaines réticences et préoccupations exprimées là, historiquement. Donc, c'est quand même surprenant de constater, par exemple, que dans le cas des aliments issus du génie génétique, le Canada n'exige pas leur étiquetage obligatoire malgré la controverse qui peut entourer ces produits, de sorte que les consommateurs peuvent en consommer à leur insu. Si on pense, par exemple, au saumon d'élevage génétiquement modifié qui a fait les manchettes, là. Donc, en somme, les diverses représentations obligatoires relatives à la santé se fondent, on le voit bien, sur différentes justifications. Mais on y reviendra. Donc, plusieurs représentations sur les produits alimentaires sont facultatives, mais on l'a dit, si le fabricant décide de les apposer sur le produit, il doit néanmoins respecter des exigences. Donc, on a des allégations de la teneur nutritive des aliments. Donc, ces allégations-là, c'est par exemple source très élevée de fibres, riche en fibres, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est vraiment à certaines conditions qu'on peut faire ces mentions-là. Il y a d'ailleurs un tableau des mentions et des allégations autorisées disponible là, sur le site de Santé Canada et on y réfère dans le règlement. Puis, il y a les allégations santé, où là, c'est un indicateur d'un lien entre l'aliment et l'état de santé. Par exemple, une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladies du cœur. Ou la consommation de 7 grammes de fibres de son de blé grossier favorise la régularité. Bon, ça, ce sont des allégations préapprouvées par Santé Canada. Et puis, pour d'autres maladies ou troubles de la santé, parfois,
L'examen préalable par Santé Canada va être facultatif, mais l'entreprise va devoir être en mesure de présenter sur demande les preuves scientifiques qui fondent son allégation. Donc, en somme, les allégations santé, elles doivent être véridiques et non trompeuses pour respecter la loi. Et c'est surtout pour répondre à l'intérêt croissant des consommateurs pour les questions de nutrition et de santé que ces types de représentations volontaires ont été autorisés et encadrés là, depuis 1998. Il existe aussi d'autres réglementations volontaires mais réglementées relatives à la méthode de production de l'aliment, incluant les allégations biologiques, cachères, halal, naturelles, pour lesquelles les entreprises devraient toujours pouvoir justifier leurs allégations, soit par un audit effectué par un tiers, une documentation valide ou encore des programmes de certification non gouvernementaux lors d'inspections menées par les autorités. Donc, en somme, les exigences réglementaires fédérales, elles témoignent vraiment d'une approche interventionniste de l'État. Ici, dans cet esprit, l'État, on le voit bien, oblige l'industrie à fournir aux consommateurs plusieurs informations précises lui permettant de faire un choix plus éclairé en matière d'alimentation. Et cette réglementation-là, la manière dont elle est faite, illustre aussi le rôle normalement prépondérant de l'État dans la mise en œuvre des exigences à l'aide d'inspections et de sanctions. Donc, un fabricant qui contrevient aux exigences en matière d'étiquetage s'expose à des amendes allant jusqu'à 250 000 ou même à une peine d'emprisonnement. Par contre, un rapport du commissaire au développement durable de 2021 a révélé quand même plusieurs déficiences dans la surveillance effectuée par les autorités concernant le respect des exigences réglementaires. Donc, ce n'est pas forcément parfait, mais il reste que le régime fédéral il est intéressant parce qu'il met sur pied, parce qu'il a été mis sur pied pour répondre à des préoccupations du public, à l'image peut-être de ce qu'on pourrait voir s'il y a un intérêt toujours croissant des consommateurs pour l'achat d'aliments durables qui s'observe aujourd'hui. Puis, il contribue, ce régime-là, à une plus grande assurance quand même de la fiabilité des représentations faites par l'industrie en exigeant toujours des preuves au soutien des représentations. Mais, vous l'aurez remarqué, ces exigences fédérales, et je finis là-dessus, bien, elles se concentrent vraiment sur la santé du consommateur lui-même. Mais elles ne couvrent pas, évidemment, l'ensemble des considérations que peut avoir le consommateur pour l'alimentation et la santé durable. Donc, et en plus, elles ne couvrent pas l'ensemble des représentations qu'on retrouve sur les produits. Et à ce sujet, je passe la parole à ma collègue. Merci, Marie-Ève. Donc, après avoir vu les allégations réglementées avec ma collègue, vous vous dites sûrement, en pensant à votre panier d'épicerie, qu'il existe beaucoup d'autres allégations, affirmations sur les produits que vous consommez. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas spécifiquement réglementées qu'elles sont interdites. Au contraire, elles sont permises à une condition, qu'elles soient véridiques et qu'elles soient non trompeuses. En effet, le droit québécois de la consommation, le droit fédéral relatif aux aliments interdisent toutes les représentations fausses ou trompeuses. Vous avez sur l'écran l'article 19 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec qui le prévoit de façon générale. Vous avez, entre autres, au niveau fédéral, l'article 5 de la Loi sur les aliments et les drogues qui prévoit des termes similaires. La protection du consommateur face à ces représentations est intéressante, en théorie du moins, car ils sont non seulement protégés contre ce qui est faux, mais également ce qui est trompeur. Une publicité pourrait donc ne pas contenir d'éléments complètement faux et être considérée comme contraire à la loi. La Cour suprême du Canada l'a bien expliqué dans l'affaire que vous connaissez peut-être, Richard contre Time. Ce n'est pas une affaire qui avait trait à un produit alimentaire, mais le raisonnement qui est tenu par la Cour suprême y est aussi applicable, car il visait à interpréter l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Et cet article est applicable à tout produit visé par un contrat de consommation conclu au Québec. Donc, quand vous achetez à titre personnel un produit alimentaire, que ce soit à l'épicerie, dans un café, sur Internet, il est soumis à cette règle. Et là, je vais vous parler un peu des faits de cette affaire. Donc, on a un consommateur qui s'appelle M. Jean-Marc Richard qui reçoit une publicité de Time Magazine. Vous avez peut-être déjà reçu ça. Et il est convaincu, Jean-Marc Richard, qu'il a gagné 833 000 $. Vous avez un extrait de la publicité là, ici en bas de la diapositive.
En gros, le document qu'il avait reçu contenait plusieurs phrases écrites en majuscules et en caractères gras, lui suggérant qu'il était le gagnant du prix de 833 000 américains. Il s'était combiné à des phrases imprimées en plus petits caractères, rédigées sous forme conditionnelle, dont plusieurs débutaient par les mots « si vous détenez le coupon de participation gagnant du gros lot ». Donc, M. Jean-Marc Richard, persuadé qu'il a gagné 833 000 attend son gain, mais il ne le reçoit jamais. Il contacte Time Magazine pour savoir ce qu'il en est et Time Magazine lui indique qu'il n'est pas le gagnant du prix. Jean-Marc Richard décide de poursuivre Time Magazine pour représentation fausse ou et trompeuse. Et en gros, la Cour suprême du Canada lui donne raison en affirmant ce que vous avez à l'écran. Donc, on dit même si le document ne contient pas nécessairement d'énoncés qui sont littéralement faux, il est truffé de représentations trompeuses et c'est suffisant pour être contraire à la loi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le critère de l'impression générale qui se dégage, la publicité qui compte, puis pas seulement les petites notes en petits caractères. La Cour suprême ajoute aussi que lorsqu'on fait l'analyse d'une représentation, on doit se mettre dans la peau d'un consommateur moyen. Et là, vous avez les extraits de la décision. Elle définit le consommateur moyen comme une personne crédule et inexpérimentée, comme vous le voyez à l'écran. La personne qui analyse la publicité, ce n'est donc pas un expert ou quelqu'un de très informé, ni quelqu'un de très sceptique. Donc, elle est crédule et inexpérimentée. Pour vous, en tant que consommateur, consommatrice, ce qui est important de retenir, c'est qu'il existe un régime de protection générale dans la législation québécoise et fédérale qui encadre toutes les représentations faites par rapport aux produits. Une fois que vous savez que ces dispositions législatives existent, vous vous demandez sûrement ce que vous pouvez faire pour en assurer le respect. Ces dispositions permettent, sous certaines conditions, différents types d'interventions, notamment par l'Office de la protection du consommateur. Et ces dispositions permettent aussi, sous certaines conditions, des recours devant les tribunaux et l'imposition d'amendes. Je pourrais analyser plus longuement ce régime offert par la législation, mais le temps file et vous expliquer les difficultés, notamment en termes de moyens auxquels font face les organismes gouvernementaux et leurs inspecteurs, mais je vais me contenter de résumer et vous amener à un constat qui apparaît à l'écran. Notre régime juridique repose principalement dans ce contexte sur des poursuites entreprises par les consommateurs, que ces poursuites soient individuelles ou sous la forme de recours collectif. En d'autres mots, notre régime est donc bien beau sur papier, mais en réalité, la surveillance et les sanctions ne sont pas très fréquentes pour ce type de représentation qui ne sont pas spécifiquement réglementées. C'est d'ailleurs ce qu'a conclu le commissaire au développement durable du Québec dans son rapport de 2021, comme vous disait ma collègue. Le fait que la mise en œuvre de notre système de protection juridique pour ce type de représentation repose principalement sur des recours devant les tribunaux, fait que notre protection contre les représentations fausses et trompeuses n'est pas optimale. Et là, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vous explique brièvement pourquoi, dans le contexte des produits alimentaires, pourquoi ce n'est pas optimal. Donc, comme il faut attendre un recours devant les tribunaux pour véritablement déterminer si une représentation est fausse ou trompeuse, cela veut dire qu'elles peuvent être utilisées pendant des années en violation de la loi et donc induire les consommateurs en erreur. De plus, dans certains cas, tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé sur les termes employés, il demeurera toujours difficile pour le consommateur de comprendre ce qu'il signifie réellement. Pensons aux termes responsable, durable, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est difficile de savoir ce que ça réfère comme consommateur. Des questions se posent aussi en matière d'accès à la justice. Donc, les consommateurs ont-ils les moyens financiers, le temps, l'accès à l'information de faire contrôler ces représentations compte tenu notamment de la complexité de la chaîne de production de nombreux produits alimentaires, et sans compter les frais d'avocat et les frais d'expertise. De plus, là, on va aller à la difficulté quant à la preuve. La nature particulière de ce type de représentation rend difficile la contestation de ces prétentions, notamment en termes de preuves. Remettre en question les pratiques d'une entreprise s'avère souvent une tâche ardue. Souvent, dans plusieurs cas, il est difficile de remettre en doute le mode de production de l'aliment, car cela ne transparaît pas ni au goût ni à l'analyse visuelle de l'aliment.
on pourrait penser à l'usage de pesticides. Il est possible de faire des tests sur les aliments afin de vérifier leur teneur en pesticides au moment de leur consommation. Or, pour certains consommateurs, cette information peut être lacunaire si leur préoccupation relativement aux pesticides est environnementale. Il est possible qu'une quantité importante de pesticides ait été appliquée sur l'aliment, mais la mesure faite sur l'aliment au moment de sa consommation ne sera pas suffisante si le consommateur est plutôt préoccupé par les effets néfastes des pesticides sur l'environnement, sur les travailleurs, travailleuses, et que uniquement sur sa propre santé. Et je termine en disant que ce régime est mésadapté à la réalité des produits alimentaires. Prenez quelques secondes et réfléchissez à vos achats hebdomadaires en matière alimentaire. Combien d'allégations retrouvez-vous sur les produits achetés? Pensez aussi à la diversité de ces allégations. Puis, il y a lieu de se demander si le recours en justice pour contrôler ces représentations est véritablement le plus approprié. Puis, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le poids de la mise en œuvre de la loi repose beaucoup sur les épaules des consommateurs, des consommatrices, et c'est beaucoup à leur faire porter. Donc, je pense qu'on va, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails, vous pourrez aller lire cet article. Il y a aussi des initiatives intéressantes dans d'autres juridictions, notamment en France et l'Union européenne, qui est en train de faire l'adoption de réglementations pour contrer notamment l'éco-blanchiment. Donc, on vous remercie beaucoup. Énormément de matière. Merci, mesdames, à couvrir en si peu de temps. Je pensais aussi, quand on fait l'épicerie, à des choses comme, je ne sais pas, une céréale à déjeuner pour enfants où c'est écrit croquant au cacao avec un bel ourson pour attirer l'attention des enfants, mais que le premier ingrédient dans la liste des ingrédients, c'est le sucre. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui ne fait pas son travail? Parce que il me semble que légalement, devrait s'appeler peut-être des croquants de sucre et de cacao. Mais bon, on en reparlera. Je voudrais présenter maintenant le prochain conférencier, René Maréchal. Il est à Montréal également. René est kinésiologue. Il est chargé de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. En 2018, il a obtenu sa maîtrise dans laquelle il a examiné les effets de l'exercice sur la capacité fonctionnelle et la sédentarité chez les personnes âgées atteintes de cancer. Il a dû vraiment aimer son sujet parce qu'il a décidé de poursuivre un doctorat, cette fois sur la question de la sédentarité chez les personnes âgées, probablement en général, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects épidémiologiques et physiologiques. Et René Maréchal va nous présenter une conférence qui a pour titre « Une vie à la fois active et sédentaire, un duo d'enfer ». Alors, vous avez piqué notre curiosité. À vous la parole, René. Bien, merci. Merci à l'Association de la santé publique pour la santé publique du Québec de m'offrir cette plateforme pour discuter avec vous d'un sujet qui me passionne. Je remercie aussi la chaire de recherche pour laquelle j'étudie présentement avec la chaire de recherche pour un vieillissement en santé qui est située à l'Université de Sherbrooke. Allons-y. Donc, le plan de la présentation, ça va comme suit. On va parler de terminologie, sédentarité et tout ça, et on pourra en discuter un peu plus tard. Mais je commence avec une histoire. Mon ami Manon. Manon se lève à tous les matins, 6h, 6h30, fait son entraînement, va prendre sa routine pour aller au travail. Rendue au travail, elle va avoir des réunions souvent le matin, discuter avec ses gens, tout ça. Puis le midi, elle va aller à l'heure du dîner à la cafétéria pour manger, elle va retourner à son bureau pour travailler. Elle va prendre la voiture avec son collègue avec lequel elle fait du covoiturage pour finalement retourner à la maison et obtenir... Excusez-moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le truc ici. Voilà. Donc, qui va revenir à la maison, puis il va se prendre un bon moment avec son conjoint et c'est peut-être un livre ce soir-là, puis il va se coucher pour avoir son 8 heures de sommeil, tel que les recommandations nous disent. Bien, ce scénario-là nous ressemble à beaucoup d'entre nous ici dans la salle. Et dans une industrie du savoir dans laquelle on vit présentement, bien, on manque de temps. On n'arrête pas de parler. M. Desrosiers, tout à l'heure, nous le disait, on est toujours en train de courir après le temps. Bien, la majorité de ce temps-là se passe assis. Voilà. Je l'ai eu. Et donc,
avant d'aller plus loin, il faut qu'on détermine ensemble certains termes, parce qu'on a parlé tantôt d'activité physique, et M. Desrosiers vous a parlé de sédentarité et tout ça. Puis un de mes objectifs aujourd'hui, c'est qu'on sorte d'ici avec les mêmes terminologies et qu'on puisse se comprendre. Donc, pour aujourd'hui, une activité physique, c'est une activité qui génère une dépense énergétique minimale de modérée à élevée. Donc ça veut dire qu'on a un petit essoufflement, puis on a une augmentation de notre fréquence cardiaque. Ça veut dire tous les exemples que vous avez là. Mais l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas en faire d'activité physique à cette intensité. Ça veut dire qu'aller promener mon chien, probablement que ce n'est pas une activité physique à l'intensité recommandée. Et ou la non-atteinte de ces recommandations-là, qui fait en sorte que la Société canadienne de physiologie de l'exercice, tout le monde ici pourrait me le dire qu'il faut aller marcher à tous les jours, puis s'entraîner, et ainsi de suite, mais ce n'est pas tout le monde, comme M. Desrosiers l'a dit, qui le fait. À l'opposé, souvent, on va prendre le comportement sédentaire comme un synonyme de l'inactivité physique. Mais en fait, le comportement sédentaire, c'est une activité qui génère une faible dépense énergétique en position assise, un peu comme vous faites présentement. Vous êtes assis, vous m'écoutez. Tantôt, on est allé s'asseoir pour aller manger, ainsi de suite. Et donc, la sédentarité, c'est la somme du temps que l'on passe en comportement sédentaire. Et malheureusement, on n'a pas de seuil présentement dans la science qui nous permet de dire à partir de quand c'est délétère pour la santé. C'est-tu après 5 heures, c'est-tu après 6 heures, c'est-tu après 10 heures? Ça varie d'une étude à l'autre, mais on sait que plus on cumule de temps de sédentaire, plus il y a des effets qui peuvent être associés à ça. Et si je ramène mon ami Manon, Manon, si on la met dans le graphique, c'est une personne qui est active sédentaire. Donc, on peut être les deux en même temps. Alors qu'avant, les gens pensaient que je suis sédentaire, je ne suis pas actif. Mais je peux être les deux en même temps, à cause d'un mode de vie que j'utilise. Maintenant, on va essayer de faire un état de la situation sur la sédentarité. Qu'est-ce que c'est et quel en est-il? Dans les études actuellement, l'enquête canadienne des mesures à la santé nous dit que, comme population, c'est sans surprise, ce sont les enfants qui ont le moins de temps de sédentarité dans la journée. Mais quand même, on parle de 7,5 heures de temps de sédentarité dans une journée chez un enfant. Et malheureusement, les personnes âgées retraitées sont ceux qui trônent au palmarès peu reluisant des gens les plus sédentaires dans la population. Et ces données-là sont les mêmes au cours des 10 dernières années. Mais c'est bien beau de dire que on est sédentaire, j'en ai vu qui ont commencé à se lever, je trouve ça très sympathique, mais c'est-tu dommageable pour la santé? Parce que c'est bien beau de dire qu'un comportement existe, mais c'est-tu mauvais pour nous? En fait, dans la dernière étude qui est sortie en 2023, qui est une revue systématique, j'ai extrait certains éléments qui nous parlent d'augmentation des risques associés à plusieurs maladies. Puis vous aider à comprendre, on va aller plus en détail dans les exemples. Si on parle juste en termes de cardiovasculaire, une personne qui reste assise plus de 8 heures par jour, puis faites le calcul dans votre tête, vous allez voir que ce n'est pas tant que ça, a un risque de 150% plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire quelconque ou un événement cardiovasculaire. Si on parle de maladies chroniques, ici j'ai pris que l'exemple du diabète de type 2, mais il pourrait en avoir plein d'autres. Je vous ai parlé des inactifs tout à l'heure. Les inactifs, eux autres, c'est 1,4 fois plus de risque de développer un diabète de type 2, mais nos gens sédentaires, c'est 2 fois plus de risque. Et donc, si en plus vous êtes inactif et sédentaire, vous pouvez imaginer le combo. Et finalement, si on parle de mortalité prématurée, c'est une méta-analyse qui a cumulé plusieurs études, puis ce qu'ils ont sorti comme résultat, ils se sont basés sur une nuit de sommeil de 8 heures. On va dire que tout le monde est parfait dans la vie, tout le monde dort sur 8 heures. Les 7 premières heures du temps sédentaire sont associées à une augmentation du 2 à l'heure de risque de mortalité prématurée. Donc, 14 pas si pire. Les 9 heures supplémentaires, on parle de 5 à l'heure. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un reste 16 heures par jour assis, on peut parler d'un risque qui peut aller jusqu'à 60 de plus élevé de risque de mortalité prématurée. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne me tente pas trop. La sédentarité est aussi associée à des impacts socio-économiques, autant pour la population, ce n'est pas juste les conséquences individuelles comme population. Peu d'études existent, mais j'en ai trouvé une au Royaume-Uni
où ils ont estimé à 1,2 milliard les coûts en soins de santé et en perte de productivité associés à la sédentarité. Moi, je me suis amusé, j'aime ça faire des calculs. J'ai dit, si je ramène ça à l'échelle mondiale, cette étude-là, ça veut dire quoi? On parle de 141 milliards de frais associés à la sédentarité. Encore une fois, je les comparais à l'inactivité physique. Bien, les études de l'Organisation mondiale de la santé parlaient plutôt de 69 milliards. Donc, c'est un problème qui est encore plus présent et plus coûteux pour la population. Donc, si on résume l'état de la situation dans la sédentarité, bien, on est de plus en plus sédentaire dans notre industrie du savoir. Il y a des problèmes de santé qui sont associés à cette sédentarité-là et on a de plus en plus de coûts sociétals qui sont associés à la sédentarité. Là, vous allez me dire, mais là, René, tu nous démoralises? Bien, comme les autres, je vais vous amener des pistes de solutions, peut-être. Partant d'ici, non, c'est beau, je n'ai rien dit, excusez-moi, mon cerveau est allé sur d'autres choses. La première piste de solution, ça serait de dire, ah ben, faisons de l'activité physique. Si je fais plus d'activité physique, je vais réduire mon temps de sédentarité à coup sûr. Donc, si on met les deux continuums un à côté de l'autre, ce que ça pourrait donner, ça serait ça. Je diminue ma sédentarité parce que j'ai augmenté mon activité physique, une relation linéaire, classique, facile. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait la réalité que la science nous démontre. Ici, c'est une méta-analyse, encore une fois, qui a été faite, où ils ont prescrit, les études qui sont là, ont prescrit d'un côté un groupe d'exercices, donc un programme où les gens devaient faire de l'exercice d'un minimum de 150 minutes par semaine, puis de l'autre côté, les gens continuaient leur activité sans rien changer. Malheureusement, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Le fait d'augmenter l'activité physique n'a pas diminué le temps de sédentarité. Puis pour vous aider à comprendre, parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas une méta-analyse, ça ne marche pas le pointeur, c'est pas grave. Le losange, il faudrait qu'il soit décollé de l'axe vertical pour être considéré comme soit un ou soit l'autre. Parce que si on aurait pris juste l'étude en haut, celle d'Anderson 2012, c'est cool, l'activité physique a réduit ma sédentarité. Mais une méta-analyse, que ça nous dit, c'est qu'on prend plusieurs études et on arrive à des conclusions des fois très différentes. Maintenant qu'on sait que augmenter l'activité physique ne réduit pas la sédentarité, est-ce que l'activité physique pourrait nous amener des bénéfices? Donc, on a vu des effets néfastes de la sédentarité, mais est-ce que ça pourrait nous amener des bénéfices? Bien, ici, ce que je vous présente, sur l'échelle que vous voyez, le 0 représente, en termes absolus, autant de chances de survie que de mortalité. Et ce qu'ils ont regardé dans un échantillon-là, c'est des gens qui avaient 8 heures de comportement sédentaire par jour, en moyenne, et on regarde le niveau d'activité physique. C'est sans surprise que les gens qui sont inactifs, c'est ceux qui ont le plus de risque de mortalité prématurée ici. Mais ce qui nous inquiète, c'est le petit carré que je vous fais apparaître. Même en étant actif, il reste des risques de mortalité prématurée si j'ai 8 heures par jour et plus de comportement sédentaire. Encore une fois, un petit peu inquiétant. Donc, ça a amené à l'OMS à nous parler de risques à la santé, non d'une façon linéaire, mais d'une façon non linéaire. Puis ce que ça veut dire, c'est que si je joue seulement sur la variable de l'activité physique, donc j'augmente mon activité physique, bien, ça va m'en prendre une grande quantité pour ramener mon risque à zéro ou amener dans la zone verte. Puis à l'inverse, si je joue seulement sur la sédentarité, bien, il va falloir que je diminue beaucoup ma sédentarité pour arriver à diminuer les risques qui sont associés à ma santé. Cause n'est pas perdue. Un de mes projets de recherche, on travaille sur une nouvelle étude, on n'est pas les seuls, mais il y en a plusieurs dans le monde, qui ont parlé de briser la sédentarité. Puis ici, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs en Finlande, où ils ont comparé les gens selon leur niveau de sédentarité. Tout le monde avait un 8 heures minimum de sédentarité, mais les couch potatoes, c'est les gens qui étaient assis pendant 8 heures. Ils ne se levaient pas vraiment. Puis les breakers, excusez-moi l'anglicisme, c'est les gens qui se levaient. Comme je vais vous demander de le faire présentement, on va se lever, on va briser 2 secondes, puis vous vous rasseoirez après. Quand vous êtes prêts, vous vous rassoyez. Eh bien, en fait, ce qu'ils ont remarqué chez les gens qui brisaient la sédentarité, c'était des marqueurs de santé cardio-métabolique meilleurs. Donc, plus de HDL, moins de LDL, meilleure gestion du glucose, moins de gras viscéral. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc, pour vous donner l'exemple, c'est un peu comme si vous aviez une voiture qui ne sort jamais de votre stationnement, puis votre garagiste, il va vous dire assurément, bien, fais la roulade tous les jours, ça va bien aller ton affaire. Bien,
briser la sédentarité, il faut aller une étape de plus. C'est plus qu'à tous les jours, c'est régulièrement dans la journée pour amener à faire fonctionner notre métabolisme de façon plus efficace. Ah, il me reste assez de temps, j'avais peur qu'il me manque du temps. C'était comme tantôt, là, tout le monde, on en prévoit plus. Je vais vous parler du modèle écologique de la sédentarité. En fait, le modèle écologique, c'est un modèle qui permet de diviser les comportements sédentaires en 4 familles de comportements sédentaires ou 4 domaines de comportements sédentaires. Donc, Manon existe avec ses valeurs, ses normes sociales, son éducation, tout ça. Et chacun de ces types de comportements-là, la vie domestique, le transport, le travail, les loisirs, sont tous des opportunités, si on veut, ou peut-être pas des opportunités, mais des risques d'avoir des comportements sédentaires, de les adopter, et entre eux vont influencer les perceptions, les valeurs de Manon, et au fil du temps, elle peut avoir plus ou moins de comportements sédentaires. Mais là où le modèle écologique prend tout son sens, c'est que c'est un système écologique qui se met autour. Un écosystème où là, l'environnement direct de Manon, sa maison, son quartier, sa ville dans laquelle elle vit, les législations, tout ça agit sur Manon et agit entre eux pour faire en sorte qu'on augmente ou non l'adoption de comportements sédentaires. Bien, moi, si je parle de santé durable, j'ai besoin d'avoir tout ce système-là pour comprendre Manon. Puis au lieu de mettre Manon au centre du problème puis de dire « Manon, c'est de ta faute si tu es sédentaire », c'est de dire qu'on est tous responsables pour que Manon ne soit pas sédentaire, puis qu'on est tous capables d'influencer d'une façon ou d'une autre chacun d'entre nous pour faire en sorte qu'on soit moins sédentaire. Ce matin, je ne me souviens plus du professeur qui nous parlait de l'émotion puis du plaisir, là. Bien, c'est un peu ça, le changement de comportement. On le sait tous que c'est bon pour nous, l'activité physique, mais on ne le fait pas. Mais maintenant, vous savez tous que c'est mauvais, la sédentarité, mais on va continuer à le faire pareil parce que c'est le fun. Qu'est-ce qu'on va trouver pour que ça change? Ça va être à nous de trouver les solutions. Donc, en conclusion, on a vu que l'industrie du savoir, actuellement, augmente le niveau de sédentarité dans la population, puis qu'on a de plus en plus de temps de sédentarité. Puis que ces problèmes associés à la sédentarité sont générés par une accumulation, sans réduire nécessairement, mais aussi potentiellement ne pas briser la sédentarité, donc d'avoir des longues périodes de sédentarité qui nous engendrent plusieurs problèmes de santé. Qui, au final, pourrait dire, bien, on a au moins des pistes. On pourrait réduire la sédentarité, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut la briser? C'est une autre stratégie qui, elle, peut-être être plus intéressante, plus plaisante, qui nous permettrait peut-être d'améliorer la situation. Donc, les messages à ramener à la maison, j'aime bien ça finir une présentation là-dessus pour que les gens disent « OK, j'ai-tu appris quelque chose? » J'espère que vous allez avoir appris 2 choses aujourd'hui. La première, plus jamais vous allez dire que la sédentarité, c'est de la même chose que de l'inactivité physique. C'est 2 concepts distincts qui ont chacun leur continuum. Et la deuxième chose, bien, si on dit que chacun, c'est des choses distinctes qui ont des continuums différents, bien, il faudrait trouver des stratégies différentes. Ce n'est pas de dire aux gens « faites de l'activité physique, vous allez réduire du coup votre sédentarité ». Il faut faire de l'activité physique, oui, mais il faut trouver des stratégies pour réduire ou briser la sédentarité au quotidien. Je vous remercie de votre attention. René, je sais pas si... Non, vous ne pouvez pas voir la salle que je vois, mais vous avez eu une ovation debout ici parce qu'il n'y a personne qui s'est rassis après que vous nous ayez fait lever, même que ça faisait beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas si on est tous fans de René ou un peu sédentaro-anxieux et qu'on se voyait mourir à petit feu en voyant votre présentation, mais toujours est-il que sentez-vous à l'aise, sérieux, là, dans la salle, s'il y en a qui préfèrent se lever, être sur le côté pendant les présentations. Et on va avoir une petite pause active là, tout de suite après la période de questions. Je vais d'abord inviter Guy Desrosiers à venir me rejoindre sur scène. On a également Marie-Ève et Marie-Claude qui sont là pour vous, pour répondre aux questions, et René également. Alors, reprenez le micro, Guy. Vous avez aimé ça, je pense. Puis, moi, je vous aurais écouté pendant des heures. Vraiment, vraiment. Beaucoup de messages à rapporter à la maison. Alors, je vois quelqu'un, puis ensuite, Thomas, je te passe le micro. Monsieur, la parole est à vous.
groupe entreprise en santé. Ma question en relation avec la présentation de M. Desrosiers, c'est bien sûr, on peut être Roger, inquiet. tu peux m'appeler Guy, hein, on se connaît pas. Ouais, ouais, OK, Guy, là, ça va aller mieux, on va être moins gêné. Bon, tu nous as parlé de la relation entre ces environnements-là qui évoluent de plus en plus, euh, intelligence artificielle, tout ça, et son impact sur la santé physique, la santé mentale, la santé psychologique. Mais qu'en est-il de la santé démocratique? Euh, ben, définitivement, là, lorsque j'ai parlé de le volet politique, c'est clair que c'est une grande inquiétude. Il y a un clivage important avec les chambres d'écho. Les gens sont confortés dans leur, euh, dans leur pensée. On leur pousse de l'information qui ressemble à ce qu'ils ont déjà regardé au lieu de présenter l'ensemble de l'éventail des points de vue, bien, parce que c'est comme ça qu'on comprend une situation, c'est de regarder l'ensemble des points de vue. Et c'est très inquiétant, particulièrement, on le voit particulièrement aux États-Unis, un clivage majeur qui est très inquiétant, puis qui est alimenté évidemment grandement par la façon que fonctionnent les médias sociaux. Et est-ce que je comprends qu'on pourrait faire d'une certaine façon un certain lien entre santé démocratique et santé durable? Ah, assurément, à mon avis, oui, clairement. Thomas, des questions à Montréal? Oui, on a 3 personnes de notre côté. OK, allez-y. Bonjour. Allô, allô? Oui, vous m'entendez? Bonjour, ici Sarah Chaput, directrice du REFIPS, le réseau francophone international pour la promotion de la santé. Ma question concerne la dernière présentation. J'étais bien curieuse de savoir comment briser la sédentarité dans un contexte où la plupart d'entre nous, on travaille sur des ordinateurs 7 heures par jour, on a des réunions, des activités comme celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est considéré comme suffisant pour briser? Est-ce qu'il y a des bureaux assis debout, des choses comme ça? Est-ce que c'est assez ou... C'est une excellente question. C'est le sujet de ma thèse de doctorat que je suis en train de compléter. Parce qu'on n'a pas de réponse absolue encore. On est encore dans la science de la physiologie de la sédentarité très jeune. Ça fait juste depuis le début des années 2000. Si je compare à l'exercice physique, ça fait depuis les années 50 que ça existe. On est encore au balbutiement de la science. Ce qu'on a découvert présentement, c'est que de briser de façon régulière aux 30 et 60 minutes, 30 c'est meilleur que 60 selon la littérature, mais on n'a pas encore assez de preuves pour dire ça. Puis comment on brise ça? C'est la question magique. Hein? Moi, dans mon laboratoire, c'est facile. J'ai mis un tapis roulant à côté de la personne qui est assise, puis je lui dis de marcher. Donc là, tout est beau. Dans un milieu de travail, en effet, les bureaux assis debout peuvent être des stratégies intéressantes. Parce que justement, de façon fréquente, on va devoir se lever et assis. Mais si je reste assis debout trop longtemps, est-ce que je suis en comportement sédentaire versus un comportement actif? Il y a une ligne mince ici là, qui n'est pas encore... mais au moins, le fait de la briser, donc le fait de bouger, ça a déjà fait quelque chose de bien. Aller chercher un verre d'eau. Assurez-vous de mettre une minuterie. Moi, j'ai une minuterie à toutes les 25 minutes ou à peu près. Je finis ma tomate, puis je m'en vais me promener. Puis, notamment, excusez-moi, c'est mon temps pour écrire, là, parce que actuellement, je suis en rédaction. Mais donc, une minuterie peut être aussi simple que ça pour changer la chose. Les comportements sédentaires, c'est difficile. Tu sais, à la maison, est-ce qu'on est capable de, quand on écoute notre émission favorite ou notre série, ou est-ce qu'on peut la couper pour aller chercher un verre d'eau, justement, ou est-ce que c'est plus de couper les périodes en plus petits morceaux qui serait intéressant, mais il n'y a pas encore la science parfaite là-dessus. Merci. Guy Desrosiers, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Moi, je pensais aussi, quand on parle au téléphone, surtout avec les téléphones maintenant sans fil, on peut marcher pendant qu'on parle au téléphone? Absolument. Un des trucs, nous, on intervient également en milieu de travail. Là. Si vous ne savez pas, Capsana, on est depuis très longtemps en milieu de travail. Il y a une série de trucs, lorsqu'on se fait un téléphone, se lever, une série de trucs qui est proposée. Les imprimantes dans le bureau, ce n'est pas recommandé. Là. Les imprimantes, il peut y en avoir des imprimantes logées à différents endroits, mais où on oblige les gens à se lever pour aller aux imprimantes. Puis évidemment, la déconnexion est importante. Il faut que ça soit clair pour l'employeur, que l'employeur dise à leurs employés, vous avez le fameux droit à la déconnexion, là, mais c'est la déconnexion et l'obligation de se déconnecter. Quand à un moment donné, il faut savoir arrêter puis déconnecter. Merci. Madame?
Oui, j'allais un peu dans le même sens, mais j'avais une autre question aussi. On vous écoute. Mais pour cette question-là, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, je suis revenue d'un congé de maternité en septembre. Puis quand j'ai recommencé à travailler, j'ai commencé à faire des migraines, à avoir plusieurs éléments par rapport à ma santé parce que je revenais devant un écran, j'ai eu un congé très actif. Puis là, tu retombes dans des patterns, puis je trouve ça intéressant d'avoir cette vision-là, puis de savoir qu'il y a des outils. Mais mon autre question serait peut-être pour les deux dames. En fait, nous, chez nous, on a fait des consultations publiques en lien avec notre signature innovation qui est en santé durable. Puis, ce que les citoyens nous ramenaient énormément, c'était l'accessibilité des connaissances, l'accès, l'équité, en fait. Puis je me demande, tu sais, quand on regarde par rapport à l'alimentation, c'est tellement complexe d'avoir accès aux connaissances nécessaires, je pense, pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est réglementé, qu'est-ce qui l'est pas. Euh, tu sais, oui, le droit pour pouvoir faire des choix, mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment équitable envers, tu sais, monsieur, madame, tout le monde? C'est ce qui est en place en ce moment pour... tu sais, est-ce qu'on donne vraiment le choix, en fait? Est-ce que les gens ont vraiment le choix? Est-ce qu'ils ont les connaissances pour le faire? Vous parlez d'étiquetage alimentaire sur les emballages des aliments. Oui, très bien. Que ce soit l'étiquetage ou pas juste l'étiquetage, mais aussi la suremballage ou autre. Ça peut être X, Y, Z. Là, mais, merci. Ouais. Ben oui, certainement. Marie-Ève, Marie-Claude? Bien, Marc-Claude, si je peux faire un début de mini-réponse. Ah, attendez, on vous perd. Est-ce que vous... on dirait que ça lag un peu. Excusez l'anglicisme. Peut-être, oui. Moi, est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est Ah, ben là, ça vient d'arriver. Juste, il fallait que je parle. Bon, Marie-Ève, on t'a pas entendu. Non, je sais. On dirait qu'ils ne me comprennent pas. Ça va pas mieux? Oui, oui, tout à fait, on vous entend. OK. Bien, je vais faire ça vraiment vite, mais je pense que la modification réglementaire qui a eu lieu en 2022, c'était dans cet esprit-là, tu sais, de simplifier aussi les choses pour les consommateurs, consommatrices, en ayant ce logo-là sur le devant de l'emballage. Ce n'est pas nécessairement la panacée, puis souvent, ça prend plusieurs mesures. Puis je pense que vous allez plus loin dans votre réflexion, tu sais, c'est pas juste l'étiquetage, c'est plus que ça, mais quand même, je pense que c'est dans cet esprit-là de dire, bien, comment est-ce qu'on peut rendre l'information plus facile à comprendre, plus accessible, quand on sait aussi que quand on fait l'épicerie, on n'a pas beaucoup de temps, tout ça, puis il y a eu beaucoup de consultations aussi des consommateurs et consommatrices pour essayer de développer ce logo-là. Ensuite, on peut parler de la longueur, la durée que ça prend avant que ça soit appliqué, là. Ça, c'est un autre dossier, mais je pense que l'esprit était là aussi pour répondre à ces considérations-là. Ça, c'est un exemple. Et je peux laisser aussi ma collègue répondre, mais voilà. C'est une grande question là, que vous posez, puis je ne sais pas si on arrive à avoir la réponse là, sur l'équité. On pourrait le prendre depuis plusieurs perspectives, mais c'est certain que le droit, comme on vous le dit, bon, ça permet un certain encadrement. Est-ce que c'est parfait? Bien, là, avec notre présentation, vous voyez que ça ne l'est pas. Aussi, bien, il y a une préoccupation là, quand on travaille sur des certifications, notamment, tu sais, des fois, les certifications biologiques, équitables, etc. Bien, on peut aussi se poser la question de l'équité en termes qui a accès aux aliments qui sont certifiés, qui coûtent souvent plus cher. Donc, tout ça, il faut tenir ça en compte aussi. Est-ce que c'est les gens les plus privilégiés économiquement qui ont le droit de consommer des produits qui comportent le plus d'allégations vérifiées? Bien, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a un moyen est-ce qu'il y a des moyens ou des ressources en place pour développer certaines compétences chez les citoyens par rapport aux connaissances? Bien, sur les sites de Santé Canada, vous avez quand même certaines explications sur l'étiquetage, mais vous touchez un sujet très important et grave qui est la littératie alimentaire. Ouais. Et on parle même, tu sais, on parle de monsieur, madame, tout le monde, mais on parle aussi des nouveaux arrivants qui, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais déchiffrer quelque chose quand c'est pas ta langue principale, le français ou l'anglais, c'est aussi quelque chose de très complexe. Malheureusement, je vois le temps qui avance, mais certainement un bon sujet. Thomas, tu as 2 questions à Québec, puis ce sera les 2 dernières questions. Il nous reste 1 minute, si vous pouvez être le plus succinct possible. On en a une de notre côté. Vas-y, Jérôme. Oui, Jérôme Lecoq.
Claire du Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Ma question est un peu en continuité, en fait, là, pour Marie-Claude et Marie-Ève. Justement, on parlait des connaissances des citoyens. En Europe, l'Union européenne a légiféré, puis maintenant, ils ont un étiquetage où est-ce qu'il y a une échelle de A à E qui dit si l'aliment est bon ou pas pour la santé. Puis je me demande, qu'est-ce qui nous empêche de le faire au Canada? Pourquoi est-ce que, on fait juste référer la personne à l'endos de la boîte plutôt qu'avoir un affichage clair sur le devant? Puis, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose au niveau environnemental aussi? Parce que je pense, avec l'éco-blanchiment, j'ai entendu le mot éco-blanchiment à la fin de vos présentations, j'aurais voulu en entendre plus, mais je pense qu'il y a un travail. Vous faites référence au Nutri-Score qui est, oui, en France. Alors, je vous laisse répondre, mesdames. Parce que je pense qu'elles ont dit dans leur présentation qu'il y a une réglementation qui s'en vient d'ici 2026 ici au Canada quand même sur les devants des emballages. Oui, c'est ça. Mais j'allais te dire, par Claude, que tu peux y aller. Ben oui, c'est ça. C'est la réglementation. En fait, le règlement a été modifié en 2022, mais l'industrie a comme une période de grâce pour s'y conformer d'ici le 1er janvier 2026. Mais vous pourriez commencer à le voir, ce logo-là, à l'avant de l'emballage. Mais peut-être, ça va être très progressif jusqu'en 2026, mais peut-être que Marie-Claude, tu as quelque chose à dire aussi. Je vais peut-être juste rajouter une petite nuance. C'est comme on est en droit, on voit toujours les deux côtés de la médaille, mais je sais que dans l'Union européenne, dans les pays là, qui ont opté pour le Nutri-Score, il y a des chercheurs, notamment en droit de la consommation, puis des scientifiques qui disent que parfois, c'est pas parfait non plus, là, parce qu'il y a des aliments, il y a des aliments, par exemple, l'huile d'olive, là, a été mal cotée, puis après ça, ils ont changé un peu l'algorithme, il y a eu des modifications, mais ça aussi, c'est pas parfait, des fois, d'avoir juste une information en un seul coup d'œil, mais ça aiderait déjà beaucoup. Puis pour l'éco-blanchiment, vous pourrez communiquer avec nous, mais dans l'Union européenne, puis en France notamment, ils ont adopté dans la législation, là, ils veulent adopter un outil comme ça là, pour les impacts environnementaux, mais similaire au Nutri-Score, mais pour l'environnement. Donc, si ça vous intéresse davantage, vous pourrez communiquer avec nous avec plaisir. Merci. On va prendre une dernière question à Montréal, Thomas. S'il en reste. Oui, on est bon de l'autre côté. Non? Bon, alors, il y a une chanceuse. Non, ça va? Seigneur, je vais me faire chicaner. Allez-y. Oui, Chantal Réaume, kinésiologue en partie en santé au travail. Moi, en fait, c'est pas tout à fait pour une question, mais pour ajouter un peu par rapport à la sédentarité, puis qui faisait un peu le lien aussi avec la présentation là, concernant les GAFAM puis les technologies. Puis par rapport à la solution, qui n'en est peut-être pas tout à fait une là, pour contrer la sédentarité, d'alterner entre la position assis, debout, parce qu'on a aussi un besoin au niveau cognitif, là, besoin pour la concentration de prendre des pauses, des vraies pauses, oui. De ne pas rester constamment devant l'écran. Donc, si on fait juste l'alternance entre assis, debout, ça ne rencontre pas tous ces objectifs-là. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver des moyens qui peuvent différer d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre, pour vraiment ajouter des vraies pauses actives, là, de vraiment décrocher, puis de varier les tâches aussi, ça oui. peut aider. Très, très bon conseil. Merci beaucoup, Guy. Je vais me faire chicaner. Là, je vais vraiment faire chicaner. Mais je veux vous applaudir, par exemple, Guy Desrosiers, Marie-Ève Couture-Ménard, Marie-Claude Desjardins et René Maréchal. Vraiment, là, vous avez vraiment suscité beaucoup d'intérêt.